Si vous avez lu votre quotidien La Presse ce matin et surtout le papier d'Isabelle Haché, vous avez peut-être ressenti un petit peu beaucoup d'indignation sur l'histoire de cette jeune mère qui soulève vraiment des questions sur les droits des enfants et ceux des violeurs condamnés pour leurs crimes. L'enfant de cette femme est issu donc de viol. L'agresseur est en prison. Mais il a exigé un test de paternité. Il veut inscrire son nom sur le certificat de naissance de l'enfant, sur les registres de l'État civil. Et on est en présence d'un bébé ici, là. Alors, il est bien le père. Les tests ont été faits. Il réclame donc ses droits. Mais évidemment, qu'en est-il de ses droits et surtout des droits de l'enfant? Et puis aussi ce qu'on fait vivre à la mère. Deux invités, Isabelle Haché, journaliste à La Presse, et Alain Roy. Bonsoir à vous deux. Je commence avec Isabelle Haché, Maître Roy. Isabelle, qu'est-ce qui vous a amené à traiter de cette histoire? Puis qu'est-ce qu'on doit retenir de l'essentiel de cette histoire, selon vous? Ce qui m'a amené, comme n'importe quelle histoire, là, on a attiré, c'est un lecteur qui a attiré mon attention sur cette histoire-là, donc qui m'a envoyé le jugement, qui est public. Et quand j'ai lu le jugement, comme tout le monde, je pense que j'ai eu un choc. J'ai trouvé ça absolument aberrant, absolument révoltant. Donc, j'ai voulu en savoir plus. J'ai retrouvé la victime, donc la jeune mère qui avait seulement 18 ans quand elle a été violée. Par son colocataire, en fait. Par son colocataire, exactement. Pas un conjoint, là. Non, c'est une personne qu'elle connaissait depuis longtemps, depuis l'enfance. Elle avait seulement 18 ans. Ils sont partis, ils étaient ensemble en colocation depuis seulement quelques jours. Donc, elle, ce qui se passait, c'est que c'était la nuit, le soir, elle se lavait les cheveux dans le lavabo. Elle n'a pas entendu son colocataire entrer dans la salle de bain. Quand elle s'est retournée, il était devant lui, complètement nu. Il l'a traîné. En fait, il a essayé essayé de la noyer presque. Là. Il a vraiment mis sa tête sous l'eau pendant qu'elle était en train de se laver les cheveux. Ensuite, il l'a amenée dans la chambre, il l'a traînée dans la chambre. Il a crié tellement fort, c'était l'été, il y avait une fenêtre ouverte, il y avait un passant qui était là, il l'a entendu, il a appelé la police. Mais ça a quand même pris, lui, le violeur en question, s'est sauvé dans un camion. Et ça a quand même pris 2 heures avant qu'il le retrouve. Là. Ils l'ont retrouvé à 2 heures de route. À 2 heures de route. Et maintenant, il a été condamné? Il a été condamné beaucoup plus tard, en fait. Ils ont été remis en liberté sous plusieurs conditions assez strictes. Par la suite, il a agressé 3 autres femmes, donc au total 4 femmes. Il y a des voies de fait là-dedans, il y a toutes sortes de choses qui se sont passées en l'espace de quelques mois seulement. Au bout de 4... après que la 4e femme a été agressée dans un parc, il a été remis en prison pour la durée. En attente de son procès. Et il a écopé de plus que 5 ans de prison. Sauf qu'il va revenir et va recouvrir sa liberté. Et l'inquiétude, il y a plusieurs inquiétudes chez cette femme-là. De voir... Mais c'est parce que c'est une personne assez dangereuse. Là. Oui. Il a quand même attaqué 4 personnes, dont elle. Il l'a violée brutalement. Il y a des risques de récidive importants. Il va être sur surveillance pendant plusieurs années quand il va sortir de prison. C'est un homme dangereux. Donc, effectivement, elle a très peur de lui. Elle est terrorisée. Terrorisée aussi du fait qu'elle puisse devoir expliquer un jour à son enfant que son père est un violeur, que chaque fois qu'elle sort son certificat de naissance, le nom du père soit là. Oui, ça, elle ne veut pas ça du tout. Elle ne veut pas avoir rien à voir avec cette personne-là. Elle a été obligée de se soumettre au test d'ADN pour confirmer. Ça, elle n'avait pas le choix. La juge de la Cour supérieure a rendu cette décision-là. C'est une ordonnance, oui, de la Cour. Donc, elle n'a pas eu le choix. La Cour s'est basée sur le droit de l'enfant à connaître ses origines. Donc, c'est là-dessus beaucoup que le droit se base ici au Québec. Je laisserai peut-être... Oui, c'est ça, oui. Mais c'est ce qui s'est passé, effectivement. Bon. Beaucoup de réactions aujourd'hui? Énormément. Parce que cette femme-là est seule devant la justice aussi. Ça lui impose des démarches considérables. Oui, oui. À 20 ans, elle est seule devant la justice, puis elle est obligée de retourner parce que là, comme effectivement, ça a été le test d'ADN a prouvé que c'était bel et bien le père, ils vont retourner en cours. C'est pas terminé pour elle. Le cauchemar va continuer. Et lui ne lâchera pas prise. Non. Alain Roy, vous êtes quand même un grand spécialiste de droit civil. Vous avez conseillé le ministre de la Justice sur la réforme du droit de la famille. C'était très important pour vous depuis des années. Vous avez été très patient, d'ailleurs. Écoutez, quand on dit que la juge Isabelle Germain a rendu un bon jugement dans le droit tel que... C'est vrai, ça? En fait, c'est qu'il y a plusieurs concepts en cause dans cette histoire-là qui semblent être amalgamés. Il y a la filiation, c'est-à-dire le statut légal de père. Il y a l'autorité parentale et il y a la connaissance des origines. Sur le plan de la filiation, effectivement, la juge applique le droit tel qu'il existe.
c'est-à-dire sans tenir compte des circonstances de la naissance. Et ça, c'est un principe qu'on a dans le Code civil depuis 1980. Il faut bien comprendre que si on a adopté ce principe-là, c'était au nom des droits de l'enfant, parce qu'on ne voulait pas que l'enfant soit pénalisé en raison des circonstances de sa naissance, comme on le faisait avant, par exemple avec l'enfant incestueux, celui qu'on qualifiait d'incestueux. On le privait de droits alimentaires en raison des circonstances de sa naissance. Alors, en 80, on a dit non. On doit établir la filiation sans égard à ce qui s'est passé. Alors, la juge applique correctement le droit quant à la filiation. Cela dit, ça ne veut pas dire que ce monsieur-là, même si son statut de père est reconnu légalement, qu'il aura l'autorité parentale. Elle aura un recours en déchéance d'autorité parentale et en juin 2022, donc il y a quelques semaines, il y a une modification importante qui a été apportée dans le Code civil. L'intérêt de l'enfant, maintenant, doit être envisagé à la lumière de la violence familiale qui inclut la violence conjugale. Alors, c'est même pas un couple en plus, c'est un crime. Exact, mais c'est de la violence au sens très large, violence familiale à tout le moins. Et là, on ne peut pas dire que, bon, c'est peut-être pas un bon conjoint ou un bon coloc, mais ça va être un bon père. Il y a des raisonnements de juges qui ont été un peu à cet effet-là dans le passé, et là, on contrecarre complètement. Alors, déchéance d'autorité parentale de sorte à ce qu'il ne puisse plus exercer quelques pouvoirs décisionnels. Est-ce que le nom apparaît quand même au registre? Ah bien, ça, c'est une autre dimension. Donc, aucun pouvoir décisionnel, pas d'accès, pas de garde. Évidemment, c'est un recours autre. Qui oblige la mère à prendre un avocat, à être seule devant la justice encore. Exactement. C'est lourd. Le nom, c'est autre chose. Le juge, au moment où il va reconnaître le statut de père, n'a pas l'obligation, mais absolument pas, d'attribuer à l'enfant le nom du père. La connaissance des origines, c'est un tout autre enjeu. Et ça, c'est un peu curieux que la juge trouve comme fondement la filiation, la connaissance des origines, parce que la filiation n'équivaut pas toujours aux origines, loin de là. En matière d'adoption, par exemple, de procréation assistée, on voit qu'il y a une dissociation. Et c'est un droit de l'enfant de connaître ses origines indépendamment de la filiation. C'est-à-dire que cet enfant-là, au moment où il aura atteint un certain âge, pourrait vouloir connaître ses origines, aussi cruelles, absurdes soient-elles. Et ça, on ne peut pas l'en empêcher. Mais là, ce n'est pas l'enfant qui exerce un droit dans ce jugement-là. Donc, on met l'enfant devant cette idée que ses origines doivent lui être divulguées, dévoilées, ses origines génétiques. C'est pas ça le droit à la connaissance des origines. C'est un droit qui appartient à l'enfant et qu'il sera libre d'exercer. Et l'intérêt de l'enfant arrive où, à quel moment? Parce que là, pour la déchéance de l'autorité parentale, on va invoquer l'intérêt de l'enfant également. Exactement. Ouais. Et c'est un il a droit à critère... un avocat lui-même, l'enfant. Là. Il a droit à un avocat et c'est un critère dont on devrait peut-être tenir compte dans une situation comme celle-ci au niveau de la filiation. Parce que je vous disais que la juge avait appliqué le droit correctement. Ça ne veut pas dire que ce droit-là est logique. Là. Ben ça non, veut pas dire c'est un peu aberrant droit... même, non? Ben, écoutez, la filiation, on en connaît maintenant les implications identitaires. Alors, on aurait beau déchoir complètement monsieur, de sorte à ce qu'il n'y ait plus de pouvoir décisionnel, il reste que l'identité de l'enfant se construit à partir d'une paternité comme celle-là. Certainement pas dans l'intérêt de l'enfant. Alors, à mon sens, ce serait tout à fait envisageable, pertinent, adéquat de bloquer l'établissement de la filiation lorsque l'enfant est issu d'un viol ou lorsque sa conception est liée à un climat de violence comme celle-là. Je disais aussi dans votre papier, Isabelle Haché, ce matin, qu'il y a plusieurs États américains qui ont légiféré, qui privent le violeur de cette filiation-là. Aujourd'hui, je crois comprendre que le ministre de la Justice a réagi, Marois Risky, la députée libérale, ça a soulevé beaucoup d'indignation. On devrait légiférer rapidement pour... Même si c'est des cas rares, il y en a quand même quelques centaines, je crois. Je n'ai pas réussi à trouver de chiffre au Québec. Aux États-Unis, 32 000 femmes tombent enceintes à la suite d'un viol par année. Oui. Le tiers, à peu près... J'avais oublié un zéro, là. Il y a 320, c'est ça. Le tiers décide de le conserver par la suite. Oui. Mais il faut en venir à voir la filiation pour ce qu'elle est. Souvent, les juristes vont vous dire, écoutez, il faut agir sur l'autorité parentale. Donc, si le monsieur peut être déchu de son autorité parentale, on atteint l'objectif, il ne sera pas dans le décor. Il n'y aura pas d'accès, il n'y aura pas de garde, il n'y aura pas de pouvoir décisionnel. Mais la filiation, même dépourvue de tout effet juridique, c'est pas neutre. C'est pas neutre et, à mon sens, aujourd'hui, maintenant qu'on connaît les implications identitaires symboliquement puissantes de la filiation, il faut bloquer, je pense, l'établissement
en amont, alors que, justement, on est capable de faire la démonstration de cette violence. Alors, si on bloque cette filiation-là, on se retrouve avec un enfant qui a 12 ans, 15 ans, qui pose plein de questions sur son père, où la mère dit la vérité, où la mère cache la vérité, puis va vouloir faire des recherches à un moment donné. Mais si la filiation n'est pas confirmée, qu'est-ce qui arrive? Bien, écoutez, c'est ce que je vous disais tantôt, la connaissance des origines, c'est un autre enjeu. Et en juin passé, une autre modification fondamentale qui a été apportée, consécration dans la Charte québécoise des droits et libertés du droit de toute personne à la connaissance de ses origines. Évidemment, on a en tête le cas des enfants adoptés, le cas des enfants issus de procréation assistée. Mais ce droit-là peut aussi être envisagé à l'égard des enfants nés d'une procréation naturelle. Alors, il n'est pas dit qu'un jour, cet enfant-là ne voudra pas connaître ses origines. Et ça, c'est un droit qui lui appartient. Si on lui donne le soutien psychosocial qui s'impose parce que, bon, il y a un secret qui va être difficile à gérer, mais c'est sa prérogative. Alors, je ne vois pas en quoi c'est problématique et je ne vois pas non plus en quoi ça vient interférer avec la filiation. C'est des enjeux complètement différents. Mais là, le gouvernement va agir là-dessus, d'après ce que je comprends. Le ministre veut agir. Bien, il y a le volet filiation qui n'a pas été adopté en juin. Alors, forcément, en novembre ou dans les mois qui suivent, cette question-là va être à l'ordre du jour, j'imagine. Merci Isabelle Haché de nous avoir alertés là-dessus. Merci. C'est toujours un plaisir de vous lire. Merci Alain Roy. Merci. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.